GraphQL à la Mêlée Numérique 2022. Donc, je m'appelle Benjamin Lepas. Je suis développeur freelance et développeur back-end à Symbiose. J'apprends depuis que je suis tout petit, depuis à peu près 8 ans désormais déjà, malgré le jeune âge. Je suis là aujourd'hui pour vous parler du coup de GraphQL et plus précisément de comment scaler à grande échelle des API GraphQL. Donc du coup, avant de se demander comment est-ce qu'on va scaler une API GraphQL, on va faire au cas où un petit rappel sur qu'est-ce que GraphQL en lui-même. Donc pour faire simple, GraphQL c'est un paradigme d'API qui est souvent comparé au REST, qui gagne beaucoup en popularité depuis environ 2015-2017. Et si on peut le résumer en quelques mots, une API GraphQL va permettre d'exposer un endpoint unique qui va être documenté grâce à un schéma. Et dans ce schéma, c'est le client qui choisit la donnée que le serveur et l'API GraphQL renvoient, tout en donnant la possibilité de requêter plusieurs entités en même temps. Si on veut se demander comment un peu GraphQL pour donner un peu une visualisation, on peut rapidement le comparer à du REST. REST qui est à l'heure actuelle un des standards les plus réputés, même le plus réputé au sein des API. Donc si on regarde, imaginons sur une API REST, si on veut récupérer plusieurs entités en même temps, dans notre cas, imaginons qu'on veut récupérer des commandes, avec cette commande récupérer les paiements et les produits, on va devoir faire plusieurs appels à une API avec plusieurs endpoints différents, avec plusieurs URL. Donc on va en premier devoir appeler la commande dans laquelle on va récupérer les informations du paiement pour aller ensuite récupérer les informations séparément. Sachant qu'on a aussi le concept de verbe dans REST, avec le get, le post, etc., qui va permettre de savoir quel type d'opération on va vouloir faire, lecture, écriture, création, etc. À ce modèle de données, enfin à ce modèle d'opération, même s'il fonctionne très bien, on peut y remarquer plusieurs problèmes. Ça peut poser plusieurs problèmes dans le cas d'API quand on l'utilise à grande échelle, et surtout avec les interactions avec un front-end. C'est que premièrement, dans le REST, on le voit que pour récupérer du coup toutes nos données, on va devoir faire 3 appels différents. On va dans un premier temps récupérer la commande, ensuite le paiement et ensuite les produits. Une API, c'est pas instantané à répondre, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc imaginons que chaque point d'API prend 200 millisecondes à répondre. La récupération totale des données prendrait jusqu'à environ 600 millisecondes. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que, là on le remarque pas, mais dans le cas du REST, ce que retourne dans le cas du REST, c'est le serveur qui décide quelle donnée est renvoyée. Donc c'est le serveur qui va décider s'il renvoie le payment sous forme de, imaginons, nombre ou sous forme d'objet. Le client ne sait pas et ne décide pas comment la donnée est renvoyée. Ce qui peut, dans la majorité des cas, ne pose pas de problème, mais ça peut, dans le cas où, imaginons, il y a des changements qui sont implémentés au niveau de cette API, ça peut poser des problèmes. Si les front-ends ne sont pas correctement mis à jour, on peut se retrouver avec des différences au niveau des API, du coup avoir des problèmes un peu plus tard dans la récupération des données et dans son interprétation. Aussi, ce qu'on peut remarquer et qui peut poser des problèmes des fois, surtout sur les situations mobiles, c'est que comme, encore une fois, c'est le serveur qui décide quelles données renvoyer, il va peut-être envoyer des données qu'on n'a pas besoin. Imaginons, comme je disais juste avant, nous, on a uniquement besoin de récupérer les commandes, les paiements et les produits, mais là, on remarque que l'API nous renvoie aussi les informations du customer, chose qui, dans notre cas, on n'en a rien à faire. Donc, on aimerait bien pouvoir choisir éventuellement quelles données renvoyer. Donc, si on regarde comment fait GraphQL pour récupérer de la donnée, on voit, comme je l'ai dit juste avant, on n'a pas de concept d'appel, on n'a pas de concept d'URL et de get, ou de post, etc. On fait simplement un appel à notre API GraphQL en précisant dans un body quelles données on veut récupérer. Donc plutôt que de faire un simple appel où l'entité qui va être récupérée va être définie par l'URL, c'est le body, donc le carré tout à gauche qui définit ce qu'on récupère. Donc là, on demande à l'API GraphQL quelle commande on veut récupérer, donc la commande d'ID numéro 1, et que dans cette commande, on veut récupérer les informations qui sont l'ID, le paiement et ses infos, et ses produits. Donc à ça, du coup, si on compare à ce qu'on avait juste avant, tout simplement, on remarque qu'on n'a qu'un seul appel qui est fait. Donc, on peut se retrouver du coup avec un appel d'API qui prend entre 200, peut-être 300 millisecondes, parce que du coup, on a quand même le temps que la base de données requête toutes les données nécessaires, mais on a du coup moins d'appels à faire. Donc, au niveau du réseau,
le client va être plus content vu qu'il va y avoir moins de bandes passantes qui va être utilisée. Et pour des utilisations mobiles sur des réseaux réduits, c'est plus rapide. Aussi, comme je vous le disais juste avant, tout GraphQL est défini par un schéma. On ne va pas s'attarder dessus. Mais le schéma, en fait, définit exactement qu'est-ce que le serveur prend en entrée et donne en sortie. Ce qui va empêcher, dans tous les cas, une différence entre ce que la donnée est renvoyée. Si le client envoie une donnée que le serveur ne peut pas interpréter, il va automatiquement l'empêcher de le faire. Et à l'inverse, si le serveur envoie des données qui ne correspondent pas à ce qu'il devrait renvoyer, aucun envoi ne va être fait. Ça peut, dans certains cas, du coup, poser des erreurs en plus, mais quand c'est un client qui va consommer cette API, ça va empêcher qu'on ait des problèmes de type qui sont un peu plus compliqués à résoudre parce que un ID aurait été envoyé sous forme de chaîne de caractères plutôt que sous forme de nombre. Voilà, le serveur renvoie exactement la donnée qui est renvoyée. Donc du coup, voilà, aussi on peut voir du coup que le concept sur GraphQL, le concept de verbe, comme je disais juste avant, disparaît, ou en tout cas est simplifié. On perd, du coup, tout le verbe get est remplacé tout simplement par de la query, et tous les autres verbes sont remplacés par la mutation. On a tout simplement du coup deux types de requêtes, la query qui va faire de la lecture et la mutation qui va faire de l'écriture. Voilà. Donc, petit aparté terminé du coup pour ce qu'est GraphQL. Maintenant, on peut se demander, du coup, une API GraphQL, comment est-ce que ça s'utilise à grande échelle? Parce qu'on n'a qu'un seul endpoint, comment est-ce qu'on va le faire? Donc, ce qu'on peut faire généralement pour regarder comment est-ce qu'on implémente une nouvelle manière de faire dans un nouveau paradigme, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement s'inspirer de comment les autres ont fait juste avant nous. Le fameux Stack Overflow, on va regarder, toi-même, tu sais. Du coup, si on regarde dans l'histoire de comment les API ont été scalées au cours du temps, on va regarder depuis déjà très longtemps, déjà dans les années 70, ça commence à faire vieux. Dans les années 70, on avait ce qu'on appelle le RPC, le Remote Procedure Call, qui était tout simplement de l'appel de fonction dans un programme à distance, sur Internet. À ce moment-là, on n'avait pas encore de gros problèmes d'utilisation à grande échelle, etc. Et on ne s'embêtait pas trop à savoir comment est-ce qu'on allait mettre à l'échelle nos API. C'est à partir de 98 qu'on commence à vouloir standardiser un peu plus les appels via Internet, parce qu'à cette époque-là, déjà, Internet avait déjà bien grandi et continuait à grandir de plus en plus, et on savait que la tendance allait de plus en plus vite. Du coup, on a commencé à avoir les premiers web services, ce qu'on appelle à l'époque les web services, ce qu'on appelle aujourd'hui les API, avec les API SOAP, Simple Object Access Protocol, qui était un peu un REST, mais un peu moins bien, si on veut simplifier ça, qui proposait du coup une API qui permettait de requêter et de récupérer ou de modifier des données un peu de manière très simple. Et c'est dans les années, non pas 200, mais dans les années 2000, parce que 200, ça commence à faire vraiment très vieux, qu'on commence à voir vraiment arriver un nouveau concept, le SOA, le Service Oriented Architecture. C'est à partir des années 2000 que des entreprises dans le cloud ont commencé à avoir des problèmes de scaling au niveau de leurs API. Donc du coup, il y a un concept qui a commencé à sortir de la bouche des développeurs, le SOA, qui du coup avait pour principe de séparer les différentes applications en différents services. Plutôt que d'avoir une seule application Facebook, une seule application YouTube, une seule application, on va avoir une application qui va, imaginons, être responsable de la prise de commande, une application qui va être responsable de la gestion du panier, etc. On va séparer un peu les tâches de chaque service pour simplifier et pouvoir plus précisément augmenter la charge ou réduire la charge des API si besoin. Et dans les années 2000 encore, vers 2001 je crois, c'est là que le REST apparaît et prend très vite en popularité. Donc le REST, c'est ce qu'on connaît tous aujourd'hui comme le standard de l'API, qui du coup est un peu une amélioration du SOAP et qui prendra du coup très vite la relève. Et ensuite, au niveau des années 2010-2011, on voit apparaître un peu une évolution de la SOA avec le microservice implémenté par Netflix, qui ont été vraiment pionniers dans ce milieu-là, qui est tout simplement la SOA, mais poussée à l'extrême. On ne va pas avoir un service de prise de commande, on ne va pas avoir un service de paiement, on va avoir le service commande, le service paiement, le service ligne de commande, le service tout. On va vraiment séparer avec la plus petite granularité possible nos services. Même si là, l'objectif, on ne veut pas avoir une scalabilité à la Netflix, on veut juste avoir une scalabilité classique.
Ensuite, du coup, en 2015 apparaît le GraphQL, donc ce que je viens de vous parler. Et en 2016, on fait un grand retour en arrière avec l'arrivée en grande pompe du RPC, le retour, avec cette fois-ci une évolution implémentée par Google, le gRPC, G qui signifie Google, qui est tout simplement une amélioration du RPC très adaptée aux microservices. Et c'est à partir de 2016 que le concept de microservice a vraiment explosé en popularité. Voilà. Donc du coup, on remarque quand même que depuis tout à l'heure, le seul mot vraiment que j'ai un peu à la bouche, c'est service. Service, service, service. L'objectif, c'est de séparer nos applications en services pour pouvoir avoir une granularité au niveau de à notre niveau applicatif, pour pouvoir bien scaler, mettre à l'échelle chaque service individuel. Donc la question, du coup, c'est comment est-ce qu'on peut implémenter des services sur GraphQL. Encore une fois, il suffit de regarder sur comment les autres font. Dans le reste, quand on veut implémenter un service, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement avoir différentes API REST qui vont être ensuite redirigées vers chacune des services. L'avantage, c'est que du coup, vu qu'on a chacun un endpoint, c'est très simple et très simple de l'implémenter de manière transparente, d'implémenter une redirection par service par l'endpoint. Problème de GraphQL, c'est qu'on n'a qu'un seul endpoint. Donc, on a un seul client qui consomme une seule API. Ce qu'on pourrait tenter, c'est de dire, bon, bah, pas grave, on va faire plusieurs API GraphQL et la séparer en plusieurs services GraphQL. Problème, c'est que du coup, on va se retrouver avec un peu ce qu'on appelle chez moi un bazar total, parce que le client va avoir plusieurs API à appeler et il ne va pas forcément savoir dans quel contexte appeler la bonne API. Il y a plusieurs principes. On connaît beaucoup dans le reste le 12-factor application. Et on a un peu l'équivalent dans le GraphQL qui permet du coup qui donne 12 points primordiaux à appliquer dans le cadre d'une application GraphQL. Donc là, par exemple, du coup, ce qu'on se retrouve avec ces graphes-là, c'est qu'on a une perte de l'endpoint unique, sachant que dans GraphQL, le premier principe d'intégrité, c'est d'avoir qu'un seul et unique graph. On se retrouve aussi souvent du coup avec une duplication de l'effort. On peut avoir un service ou un autre qui va faire des fois la même tâche. Parce qu'on ne sait pas, parce qu'un service va ne pas pouvoir forcément appeler un service entre lui-même. Et du coup, ça va causer, comme je dis, une duplication, ce qui est dû par le point suivant, qui est la faible interaction entre les services. C'est compliqué d'intégrer que le service A va appeler le service B. Donc du coup, comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que nos services soient cohérents, d'avoir un seul graphe qui soit correctement géré sans avoir à implémenter une architecture trop complexe. Donc du coup, si on regarde du coup sur ce qu'on était juste avant, on pourrait se dire, on va être tenté d'implémenter une gateway. Comme dans la plupart des microservices et de manière générale les services à l'heure d'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a différents services en amont qui ne sont pas exposés, qui sont tous gérés par une gateway ou un bus qui est plus utilisé dans le milieu du microservice, où on va avoir du coup une application, nos différents clients qui vont faire appel individuellement à la gateway, et ensuite c'est la gateway qui va s'occuper de savoir vers quel service leur envoyer. Ce problème-là, c'est qu'on n'a du coup toujours pas l'interaction entre les services. On a juste une gateway qui va savoir où rediriger. Donc du coup, on pourrait se dire, hop, avec les animations du coup ça fait un peu bizarre, on va faire une gateway à la main avec GraphQL. Donc où on aurait des services qui ne seraient pas forcément GraphQL. Là, c'est une des méthodes, ça pourrait te faire ça. Où on va du coup oublier un peu le GraphQL et uniquement utiliser GraphQL comme une surcouche de tout, ce qui est aussi une utilisation très, très plausible. C'est une bonne utilisation de GraphQL. GraphQL est fait pour consommer d'autres API. Donc on pourrait très bien imaginer du coup implémenter en amont un microservice gRPC ou Kafka ou HTTP ou ce qu'on veut, ou même des API qui ne sont pas du tout les nôtres, et en surcouche mettre en place une gateway ou une API principale qui va ne faire aucune logique métier, qui va faire uniquement de la redirection d'appel. Donc dans ce cas-là, on aurait, comme on le souhaite du coup, notre gestion, notre seul graphe. On n'aurait pas plusieurs graphes et on n'aurait pas décidé dans quel contexte l'utiliser. Mais notre objectif, c'est de vraiment avoir une API GraphQL, de pouvoir scaler du GraphQL. Nous, on veut que notre GraphQL soit la logique métier, qu'on ait nos services qui soient faits en GraphQL
pour avoir vraiment une utilisation uniquement en GraphQL. De garder ce concept de schéma qui est fortement typé pour avoir la même consistance à travers toutes nos API. Parce que ce concept-là, ça implique du coup de la complexité de notre application, parce qu'on va avoir plusieurs paradigmes différents à gérer au sein de notre même API. Donc c'est plus simple de garder le seul et unique paradigme. Donc du coup, on va revenir un peu sur ce qu'on avait juste avant. On pourrait se dire, on a notre gateway GraphQL qui va faire appel à plusieurs services GraphQL. Mais là, on retombe un peu dans le mal de on a plusieurs schémas. On va avoir un premier schéma pour le service A, un schéma pour le service B, et on va avoir le mélange des schémas des deux services dans la gateway. C'est pas scalable, et surtout, c'est très compliqué, c'est beaucoup plus difficilement maintenable. Parce qu'on si on met à jour le service A, mais qu'on ne met pas à jour le service B, mais qu'on ne met pas à jour la gateway, on peut se retrouver avec des problèmes, des schémas qui sont différents. La question, c'est comment est-ce qu'on pourrait trouver le seul graphe et l'implémentation fédérée. La question, c'est comment est-ce qu'on pourrait faire pour trouver... Intéressant. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour trouver une manière pour avoir nos différents services GraphQL, mais qui se gèrent tout seuls, plus ou moins. L'objectif, c'est d'avoir toujours qu'un seul graphe, donc que chaque service ait son graphe de défini, qu'il puisse définir quelles données il consomme et quelles données il renvoie, mais que le client, pour lui, ça soit transparent. Il n'a qu'un seul schéma, qu'une seule API à appeler, et qu'ensuite l'API se gère toute seule. Donc du coup, la gateway et la fédération. Laissez-moi vous parler du coup de Apollo Fédération. Apollo Fédération, qui du coup est un service qui permet d'implémenter des API fédérées, comme on en parle un peu depuis tout à l'heure, qui va permettre et qui du coup propose en fait une manière d'architecturer ces API très particulière, mais qui reste assez libre, qu'on appelle un peu l'architecture fédérée. Hop. Voilà. Donc le concept de l'architecture fédérée, si on reprend du coup notre schéma de base, on a notre serveur GraphQL qu'on va vouloir du coup splitter en plusieurs API, en plusieurs services différents. Donc du coup ces services, on va les splitter en ce qu'on appelle, les animations sont un peu buggées. On va séparer du coup nos différents services en ce qu'on appelle des subgraphes. Donc on va avoir notre subgraph avec le order service, un subgraph avec le payment service et un subgraph avec le product service. Donc ces subgraphes, le but c'est qu'ils définissent individuellement chacun leur schéma, leur resolver pour qu'ils disent quelles données ils récupèrent et quelles données ils consomment. Et ensuite, avec Apollo GraphQL, on va permettre du coup de centraliser tout ça et de distribuer tout ça avec ce qu'ils proposent comme étant, bizarre les animations, comme étant les gateways. Donc, on reprend du coup le concept un peu qu'on pique au microservice ou au service de manière générale avec une gateway qui est gérée toute seule par Apollo Fédération qui va du coup choisir l'interaction entre les différents graphes. Et du coup, en fait, comment la gateway va prendre en charge la création d'un seul et unique graphe parce qu'on reste toujours avec là 3 graphes différents qui sont définis. Donc ce que va faire la gateway, en fait, c'est qu'il va tout simplement récupérer le graphe individuel de chaque sous-graphe pour générer ce qu'il appelle son propre supergraphe. Chaque service en fait, va être centralisé, va être récupéré lors du lancement de la gateway pour générer au runtime son propre supergraphe. Et ce supergraphe en fait, va ensuite faire office de postier pour aller savoir où est-ce qu'il va envoyer ses messages. Mais ce supergraphe aussi, cette manière de faire là, ce n'est pas un simple service où on va avoir une gateway qui va faire appel à d'autres API. On a une vraie interaction entre les API. Chaque sous-graphe en fait, va pouvoir interagir entre lui-même et la gateway va faire office, encore une fois, de postier pour aller faire communiquer l'order service et le payment service. Donc si on veut voir comment est-ce qu'on peut faire interagir tout ça, on va voir comment est-ce qu'on va écrire un schéma fédéré. Donc, si on regarde un peu si on revient un peu sur ce qu'on avait vu tout à l'heure, qu'on prend un schéma, si on prend un schéma classique GraphQL, on va avoir un type pour les orders, un type pour les paiements et un type pour les produits. Un order prend un paiement et plusieurs produits, un paiement peut être lié à une order et ainsi de suite. Ce genre de schéma-là, dans le cas d'une API GraphQL qui est monolithe, ça fait très bien l'affaire, mais dans le cas de GraphQL, ce n'est pas le but. Le but, c'est que chaque service définisse ce qu'il fait. Donc Apollo Fédération propose un principe qu'il appelle la séparation des tâches, la separation of concerns. C'est un peu mieux, c'est un peu plus logique en anglais, mais bon, en français c'est plus joli.
Donc du coup, on va se retrouver avec un schéma qui va être séparé dans chacun des API. Donc là, on va vouloir séparer nos trois schémas dans un schéma par API. Donc on va vouloir, imaginons, se dire instinctivement, le type order, on va le mettre dans le service de order, le type paiement dans le service paiement, et ainsi de suite. Ça serait trop beau qu'il n'y ait que ça à faire. Il y a un peu plus de choses à faire quand même. On va se retrouver avec un schéma qui est un peu plus gros. Voilà, on va se retrouver avec un schéma comme ça. Donc un schéma fédéré, ça va ressembler à ça. Ne vous inquiétez pas, ça peut paraître un peu indigeste au premier abord. Mais on va voir que tout a du sens. Le concept de la séparation des tâches, c'est que chaque API ne requête uniquement la donnée à laquelle il est en théorie autorisé à requêter. Donc par exemple, vous voyez que sur le type juste avant, le service paiement disait qu'il permettait de récupérer des orders. Sauf que le service paiement n'a pas forcément accès à la donnée des commandes. Donc ce qu'on va faire dans le graphe d'après, c'est que tout simplement, on va dire, alors il faut prendre à l'inverse, oui, pardon, faut le prendre à l'inverse. On va dire le service order dit qu'il définit un paiement, qu'il a accès à un paiement, mais le service order n'a pas forcément accès à la donnée des paiements. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que sur le service paiement, on va définir que le service paiement, il va dire coucou, c'est moi qui ai accès au paiement. Et ce qu'il va dire, c'est que comme moi j'ai accès au paiement, je peux définir le champ paiement du type order. Ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, il va étendre ce champ. Le type order, par défaut, lui, il a uniquement accès à son ID et à d'autres informations éventuellement. Et le champ paiement va dire, moi, je sais que tel order peut avoir tel paiement. Et c'est là, en fait, lors de l'extension des types, que GraphQL, que la gateway va faire toute son opération. Il va savoir automatiquement que quand quelqu'un veut récupérer le paiement d'un order, il va d'abord appeler le service order et ensuite faire appel au service paiement pour relier correctement la donnée. Voilà. Et on n'oublie pas, on s'empêche pas non plus de faire des concepts de référence. Vous voyez que dans le type paiement, on définit quand même une order. Parce que c'est pas le service paiement, c'est pas le service order qui sait quel paiement est lié à lui. C'est le service paiement qui sait qu'il est lié à une order. Voilà. Parce que c'est le service paiement qui détient l'information de quel paiement est relié à quel order. Voilà. Donc du coup, là, on a notre schéma. Aussi, un point important qu'on peut voir aussi sur les schémas, c'est que sur les schémas fédérés, on va avoir le concept vraiment d'entité. On ne va pas avoir le type à part entière, mais on va avoir vraiment une entité qui va être résolue à chaque fois dans GraphQL. Donc on va devoir définir un peu un concept aussi, les clés, qu'on verra un peu plus tard leur utilité, mais chaque entité à part entière, donc là dans le cas du type order, paiement et product, vont devoir définir que la clé qui va permettre de les récupérer et de les identifier de manière unique, ça va être le champ ID. Ça pourrait très bien être autre chose, on peut avoir plusieurs clés, mais dans notre cas, on va se rester au champ ID, permettre de plus tard résoudre les entités. Voilà. Donc maintenant qu'on a notre schéma fédéré, maintenant qu'on sait qu'on a défini que chaque schéma interagit de telle manière, dans le code, comment est-ce qu'on pourrait concrètement écrire la résolution de ces API? Comment chaque service va permettre d'étendre la récupération des données de chaque service? Donc du coup, comme je vous l'ai dit juste avant, on a deux types d'interactions entre les API. On a les références, donc le type paiement qui dit qu'il a accès à une order. Et ensuite, on a aussi les extensions qu'on verra juste après. Donc pour les références, c'est vraiment pas compliqué à faire. Enfin, c'est vraiment pas compliqué à faire. Si, c'est le plus compliqué en soi à faire. Ce qu'on dit simplement, c'est que là, du coup, dans notre schéma, le schéma, c'est que le paiement a accès à une order. Donc ce qu'on va faire, ce qu'on pourrait se dire de faire intuitivement dans un GraphQL classique, c'est que quand je résous mon paiement, pour récupérer mon order, je vais faire appel aux entités order pour récupérer la référence. Le problème, c'est que là, comme on le disait juste avant, le service paiement n'a pas forcément accès à l'information des orders. Donc là, ce qu'on va écrire, c'est qu'on va écrire une manière particulière qui est propre à Apollo Fédération. C'est qu'on va dire, on va lui écrire ça, on va lui dire, OK, je fais une référence vers le champ, je fais une référence vers l'entité order en lui passant tel ID. Cet ID, que vous voyez juste ici, id.ref.orderID, ça correspond à la clé
qu'on a donné, à la clé primaire qu'on a donnée juste avant dans le schéma, au champ order. Ça, c'est comme une petite lettre qu'on va donner à notre postier, à notre postier de la gateway pour dire « Tenez, j'ai une order à récupérer, envoyez cette lettre au service order et ensuite le postier va la renvoyer. » Quand on lui renvoie ça, il sait qu'il va devoir faire appel à notre service. Donc ensuite, ce qu'il faut quand même définir, donc là on a rédigé une belle petite lettre dans le service paiement, il va quand même falloir qu'on définisse dans le service order un petit bureau de poste pour que le postier soit content et puisse savoir où déposer la lettre et où récupérer la commande. Donc du coup, encore une fois, une manière propre à Polo Fédération, c'est que dans le service order, il va falloir définir une manière de faire pour comment récupérer les références des autres services. Quand un service va vouloir récupérer une commande comme on l'a fait juste avant, il va devoir définir que, vu que le postier m'a donné tel ID, faut qu'on définisse la logique pour savoir comment on va aller résoudre et récupérer la donnée de tel ID. Et cette donnée renvoyée ensuite, juste le retour de cette fonction va être simplement renvoyé ensuite au service paiement. Mais ça, tout ça, la gateway le fait toute seule. Elle va tout simplement, elle va savoir où récupérer et récupérer tout simplement sa donnée. Donc ça, c'est comment on fait. Ça, c'est au niveau des références. Et ensuite, on avait vu juste avant aussi que le paiement, dans le service paiement, on étendait le champ order. On disait que les orders, je sais comment récupérer les informations de les orders. Donc là, on voit quand même un peu plus, on va expliquer un peu plus de choses. Donc on a toujours le key ID pour dire que la clé primaire, la clé par laquelle on va savoir quel order faut résoudre, quel order doit être résoudre, c'est la clé ID. Et ensuite, on précise aussi qu'on a besoin du champ ID. Donc on précise dans notre titre quand même qu'on a besoin de l'ID. Parce que si le postier ne nous dit pas quel ID il a besoin de récupérer, le service paiement ne va pas savoir quelle donnée récupérer. Donc on précise qu'on a un champ ID et on lui ajoute un petit tag, le tag external, pour dire que ça vient d'un service qui n'est pas du nôtre. Il précise que c'est le service qui l'envoie qui a besoin d'envoyer cette donnée-là. Voilà. Et du coup, ensuite, il précise que quand on lui envoie le champ ID qui est externe, il peut résoudre le champ paiement. Donc au niveau de notre résolveur, là, c'est beaucoup plus simple. Dans le service paiement, on a simplement à dire que pour résoudre l'entité, le type order, et pour résoudre le champ paiement, on a juste besoin de la référence, donc ref.id. Donc on va chercher dans les paiements le paiement qui a un order ID de la référence ID qui a été fournie par le postier juste avant. Voilà. Donc au niveau du code, au niveau des résolveurs, ça peut dans certains cas complexifier un peu la manière dont le schéma et les résolveurs sont écrits, mais dans l'absolu, ça va permettre en fait d'avoir un schéma qui est vraiment séparé et qui vont interagir entre eux. On va avoir une vraie interaction inter-service, pas comme ce qu'on aurait pu avoir avec les implémentations que je vous ai parlé juste avant, avec un service GraphQL qui fait simplement appel à d'autres services GraphQL. Là, on a vraiment une vraie fédération qui est mise en place. Le principe de schéma fédéré, où on sait aussi que chaque service fait chaque chose, fait une tâche. On n'a qu'une tâche qui est appliquée. Voilà. Et ensuite, du coup, là, on a nos résolveurs qui sont écrits, nos API qui sont écrites. Il faut quand même qu'à un moment ou à un autre, qu'on définisse une gateway. Parce que la gateway, même si elle se gère toute seule, il faut l'écrire, c'est juste un simple serveur à mettre en place. Mais il faut aussi qu'on génère le supergraphe. Parce qu'on a chaque graphe fédéré par service qui est écrit. Mais maintenant, il faut quand même qu'on puisse générer le graphe total, le résultat total qui va être exposé au final au client. Donc par ça, on a un petit fichier de configuration à écrire qui est tout simplement, je ne sais pas si vous avez déjà parlé ou fait du server meshing, enfin pas du server meshing, mais du service meshing, pardon, avec ça, mais ça revient à peu près à la même chose, où on définit qu'on a différents services, donc on définit nos subgraphes, et on dit simplement que le service order, le service paiement, le service product, il faut aller récupérer les informations à tel endroit. Donc on a juste à exposer un URL, l'URL dans lequel le service est déployé. Donc dans le cas, imaginons là ces URL, c'est dans le cas où ce serait dans un environnement de Docker, par exemple un Kubernetes ou un Docker Compose, etc. Et du coup, il va tout simplement, tout seul, comme un grand, aller récupérer les schémas que les subgraphes lui renvoient pour ensuite générer le supergraphe.
Par ça, du coup, il y a un petit CLI qui est proposé par Apollo Fédération qui s'appelle le Rover CLI, où on va tout simplement on va tout simplement lui demander de composer le supergraphe. Donc on va lui passer la configuration pour ensuite générer un schéma GraphQL qui ne ressemble en aucun cas à un schéma GraphQL classique. Il est vraiment illisible, mais au moins il sait ce qu'il a à faire. C'est le concept du microservice. On ne comprend pas ce qu'il fait, mais en tout cas ça marche. C'est pratique. Donc derrière ça, on a pu mettre en place notre API GraphQL, on a nos services, on a tout ça, mais on peut remarquer quand même que les deux dernières étapes que je viens de vous parler, donc la mise en place de la gateway et la mise en place du supergraph, sont des opérations à faire manuellement. Et moi, ce que je vous avais promis en début de conférence, c'est qu'on avait juste à gérer nos services, que la gateway et que le service en lui-même, on n'avait pas à le gérer. Je vous ai un peu menti, mais pas que. Parce que si on reste uniquement à Apollo Fédération, donc au service en lui-même, tout ça doit être fait à la main. Après, on peut très bien imaginer implémenter une CI/CD qui fait ça tout seul. Après, si on a la flemme d'implémenter une CI/CD, il y a des services, il existe des services. Apollo, qui est une entreprise, propose du coup ce service-là pour faire toutes ces CI/CD et toute cette maintenance en fait toute seule. Je ne vais pas trop m'étaler dessus parce que c'est un service payant. Je n'ai pas envie de vous faire une pub pour quoi que ce soit. C'est un bon service. Mais l'important, c'est d'explorer le projet open source en lui-même, l'utilisation de l'outil. Mais quand même, sur Apollo Studio, donc c'est le nom du service, Apollo Studio va permettre de mettre en place du coup une architecture fédérée où on va tout simplement lui envoyer du coup la configuration de notre supergraph, donc envoyer que tel subgraph est à tel endroit, et lui en fait derrière Apollo Studio va tout simplement détecter lui-même ou manuellement au choix les changements dans les subgraphes pour ensuite aller tout seul et sans downtime, ça c'est pratique, régénérer le supergraph et mettre à jour la gateway. Parce que la gateway, du coup, le but, vu que c'est le grand point central de l'API, ça fait un très grand single point of failure, qui est un point à éviter, qu'il faut être très soucieux dessus. Et c'est pour ça qu'Apollo Studio permet de faire une mise à jour transparente du supergraph. Voilà. Donc, on va s'arrêter un peu sur Apollo Studio. Donc, au niveau du schéma fédéré, Au niveau du schéma fédéré, on sait comment le faire. Au niveau de l'API, on sait comment le faire. Maintenant, le client n'a plus qu'à appeler une API. Ça, pour lui, ça sera une API GraphQL classique qui ensuite, derrière, fera tout seul la redirection entre les différents services. Aussi, on peut voir, je ne sais pas s'il y avait... Non, il n'y avait personne qui était à la conférence qui était juste avant. Mais juste avant, on avait une conférence sur OpenTelemetry. Du coup, de base, ce n'était pas prévu, mais j'en parle. Sur OpenTelemetry, un truc intéressant qu'on a et qui est très intéressant à mettre en place dans les microservices, qui est très important, c'est de mettre en place de la métrique. Parce qu'un microservice devient très, très, très vite chaotique. On a très vite beaucoup de complexité à gérer dans les interactions entre services. Dès qu'on a une forte interaction, on a beaucoup d'éventuels problèmes. Du coup, récolter le plus de métriques possible, c'est important, très important. Et du coup, je fais une petite aparté du coup, sur le sujet de juste avant. Apollo propose aussi de mettre en place, dans Apollo Fédération, on peut mettre en place des métriques distribuées. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir un OpenTelemetry, des Prometheus, etc., qui vont se connecter tout seuls, qui vont se distribuer tout seuls et qui vont récolter les métriques. Voilà, c'est un petit fun fact qui est très pratique. Donc voilà, on va s'arrêter sur ce sujet. Je vous remercie de m'avoir écouté sur cette présentation. Est-ce que vous avez des questions ? C'est plusieurs types de données. Oui, il y a les logs. Donc, c'est vraiment la liste des actions qui ont été effectuées. Il y a ce qu'on appelle des traces, des stack traces, où en gros, on va enregistrer en fait le parcours qu'a fait notre appel. Dans le programme, on va enregistrer que il a reçu l'appel, ça lui a pris 30 temps d'interpréter le message, tant de temps de récupérer la donnée, de faire appel à tel service, tant de temps d'aller faire appel à tel service, et on log en fait, et on stocke en fait tout le passage du call stack, si tu connais le terme, pour vraiment avoir un détail vraiment le plus précis du chemin de l'appel. Et on a aussi du coup des métriques qui là, du coup, sont de la donnée récoltée où c'est par rapport à la performance.
on va avoir du coup du profiling, donc on va enregistrer que tel appel a pris tant de mémoire, tant de CPU, etc. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et bien sûr, ça je suppose que non. Je ne sais pas s'il y a des gens en ligne qui ont des questions. Non? Ok. Bon, et ben dans ce cas-là, je vous remercie à tous d'avoir été présents. Et on peut s'arrêter là-dessus.